Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand angle consacré à une question de géopolitique aujourd'hui, celle du Proche et du Moyen-Orient comme foyer de conflit depuis plus d'un siècle. Le Moyen-Orient est un berceau de civilisation où sont nées la roue, l'écriture, les trois religions monothéistes. Sur les rives des grands fleuves de Mésopotamie et d'Égypte, des civilisations urbaines et agraires se sont développées depuis des millénaires. Le Moyen-Orient est donc devenu, au fil des années et des siècles, une mosaïque culturelle. Il s'avère que des populations d'origine, de langues et de religions différentes sont fragmentées et les États constitués manquent d'unité. Les frontières de ces États ont été fixées au XXe siècle à la suite de décisions parfois arbitraires de puissances coloniales. Elles font donc l'objet de contestations souvent violentes de la part des régimes qui ne survivent que par la force militaire. La découverte des gisements pétrolifères au début du XXe siècle a suscité la convoitise des grandes puissances coloniales relayées par les grandes compagnies pétrolières, notamment américaines. Voici pour commencer une carte permettant de bien comprendre et localiser ce que l'on appelle le Moyen-Orient et a fortiori le Proche-Orient. Le Moyen-Orient est la région qui s'étend de la Turquie et l'Égypte à l'ouest, vous le voyez sur cette carte, et qui va jusqu'à l'Iran et même plus loin l'Afghanistan à l'est. Le Proche-Orient, lui, est une notion inventée par les Occidentaux et qui constitue en fait une partie du Moyen-Orient, la partie la plus à l'ouest. Le Proche-Orient désigne précisément les pays riverains de la Méditerranée orientale, la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël et l'Égypte. Poudrière, ce terme est souvent utilisé par les médias pour désigner le Proche et le Moyen-Orient, un carrefour historique où convergent depuis des millénaires les populations d'Asie, d'Afrique et d'Europe. En effet, la région a été depuis la fin de la Première Guerre mondiale une de celles qui a connu le plus de conflits. Ces tensions répondent à des logiques spécifiques et à des enjeux locaux à cause des différentes appartenances ethniques, religieuses et politiques qui s'y côtoient. Ces conflits sont également liés à un grand jeu géopolitique en raison des ressources en hydrocarbures de certains États de la région. Leurs origines sont aussi à rechercher dans les grands rapports de force au XXe et XXIe siècle. Colonisation, puis décolonisation, guerre froide et nouvel ordre mondial défendu par les États-Unis. Alors pour quelles raisons le Proche et le Moyen-Orient connaissent-ils de nombreux conflits? Quels en sont les enjeux? Commençons par nous intéresser aux racines de la situation conflictuelle dans la région. Commençons par un premier point concernant l'éclatement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale et revenons tout d'abord sur les débuts de cet Empire ottoman. Empire fondé au début du XIVe siècle au nord-ouest de l'Anatolie, dans la commune de Sogout, par le chef tribal ogouze Osman Ier. Après 1354, les Ottomans sont entrés en Europe et avec la conquête des Balkans, le beylik ottoman s'est transformé en un empire transcontinental. Après l'avoir encerclé et réduit à sa capitale et à quelques lambeaux, les Ottomans ont mis fin à l'Empire byzantin en 1453 par la prise de Constantinople sous le règne du sultan Mehmed II. Cet empire ottoman est donc constitué d'un ensemble de territoires conquis sur lesquels les sultans ottomans ont exercé leur pouvoir de 1302 à 1922. Parmi les grands sultans, on retiendra Soliman le Magnifique. On rappelle que le sultanat est un régime politique ottoman qui fait du sultan le chef politique et militaire et le gardien de l'islam. Étendu sur une grande partie de la Méditerranée orientale, l'Empire ottoman rassemble une mosaïque de peuples, musulmans pour la plupart, répartis entre sunnites et chiites, mais également quelques minorités chrétiennes, comme celle d'Arménie exterminée en 1915 après une insurrection contre la domination ottomane, ainsi que quelques communautés juives de la diaspora. Un mot sur les deux grandes familles de musulmans, si l'on peut dire, d'un côté les sunnites majoritaires, de l'autre les chiites. Le sunnisme est le courant majoritaire de l'islam qui affirme que le califat, c'est-à-dire la direction de la communauté des croyants, doit revenir à un membre de la tribu du prophète et pas nécessairement à un de ses descendants, comme le chiisme le réclame. Les sunnites s'appuient sur la tradition, la sunna,
qui rapportent les propos du prophète, Mahomet, tandis que les chiites confèrent un grand pouvoir aux imams qui poursuivent la révélation du prophète par leurs interprétations du Coran. Affaibli par la montée des nationalismes, l'Empire ottoman s'effondre en 1918, le traité de Sèvres, signé en 1920 entre les Alliés et l'Empire ottoman, officialise la fin de la guerre et le démembrement de l'Empire. Il reconnaît l'indépendance de la Turquie, tandis que les Britanniques et les Français imposent leur domination sur le reste de cet empire en y établissant des mandats. La Syrie revient à la France, qui la scinde en deux en créant le Liban. La Palestine et la Mésopotamie reviennent à la Grande-Bretagne. C'est là pour les Arabes un premier motif de rancœur à l'égard des puissances coloniales occidentales. Signé officiellement en 1920, le traité de Sèvres ne rentrera en application qu'en 1922, date de la disparition définitive de l'Empire ottoman. S'ensuivent les premières indépendances nationales. Après la Première Guerre mondiale, les grands empires du Moyen-Orient disparaissent. En 1924, Mustafa Kemal Atatürk met fin au sultanat et fonde la République laïque de Turquie après avoir expulsé les forces d'occupation britanniques, françaises, italiennes et grecques. Il mène une vigoureuse politique de modernisation et d'occidentalisation, droit de vote des femmes, changement d'alphabet. Un processus similaire s'observe en Iran, où l'empire des Qajars est renversé en 1925 par un militaire, Reza Shah Pahlavi, qui décide d'occidentaliser son royaume, par exemple en interdisant le port du voile pour les femmes. Dans l'entre-deux-guerres, d'autres États apparaissent sur les décombres de l'Empire ottoman. Le royaume d'Arabie Saoudite est fondé officiellement en 1932 par la fusion de différentes régions conquises au début du siècle. La même année, le royaume d'Irak, relevant auparavant du mandat britannique, voit le jour. Proche et Moyen-Orient sont incontestablement une région stratégique, riche en pétrole mais instable. C'est le deuxième point de cette première partie. Le Moyen-Orient fournit actuellement 40% du marché mondial du pétrole et 30% du marché mondial du gaz. Facteur principal d'intégration de cette région dans l'économie mondiale, le pétrole du Golfe Persique, de la péninsule arabique, de l'Irak et de l'Iran a suscité très tôt l'intérêt des grandes puissances via leurs grandes compagnies d'exploitation, les majors. Grandes compagnies pétrolières privées britanniques et américaines, l'on connaît notamment British Petroleum et Shell ou l'Arabian American Company, appelée aussi Aramco. À partir des années 1960, les États de la région se réapproprient leurs ressources pétrolières, ils achètent des parts dans les majors ou procèdent alors à des nationalisations, mesure qui consiste pour un État à devenir propriétaire d'une entreprise ou d'un bien par rachat ou confiscation. En 1960, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite et le Koweït fondent l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, une association des principaux pays producteurs et exportateurs de pétrole créée en 1960 qui réunit des pays du Moyen-Orient et aussi d'autres comme l'Indonésie ou le Venezuela dans le but de peser sur le cours mondial du brut face aux pays industrialisés. Depuis 1973, les prix du pétrole n'ont cessé d'augmenter, de 3 $ le baril à plus de 100 $ en 2011. Le pétrole qui constitue aujourd'hui encore une ressource très convoitée et source de différends. Les modalités de la décolonisation et la volonté d'indépendance des peuples de l'ancien empire ottoman ont également entraîné des tensions régionales et une profonde instabilité politique. Ainsi, certaines monarchies conservatrices traditionnalistes sont ébranlées par des coups d'État militaires au cours des années 50. En Égypte, le roi Farouk est détrôné en juillet 1952. En Irak, le roi Faisal est assassiné en 1958. D'autres monarchies se maintiennent en se faisant de plus en plus répressives. C'est le cas de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran, qui après la tentative avortée de Mohammad Mossadegh en 1953 pour nationaliser les richesses pétrolières, devient une dictature dirigée par le Shah et protégée par les États-Unis qui en font le gendarme du Golfe. Rappelons que le titre de Shah correspond à celui du souverain en Perse puis en Iran jusqu'en 1979. Dernier point autour de la création de l'État d'Israël, avec tout d'abord ce constat, une présence juive en Palestine qui crée une situation pour le moins explosive.
Theodor Herzl, journaliste et écrivain austro-hongrois de la fin du XXe siècle, convaincu à la fin de l'affaire Dreyfus que l'intégration des Juifs dans les sociétés d'Europe occidentale est illusoire, est à l'origine du mouvement sioniste, dont le but est la création par l'achat de terres d'un État juif sur la colline de Sion, en Israël, c'est-à-dire Jérusalem. Rappelons que la colline de Sion est l'une des collines de Jérusalem située au sud-ouest de la vieille ville, située à 765 mètres d'altitude. Pendant la Première Guerre mondiale, pour disposer d'un point d'appui occidental au Proche-Orient, les autorités britanniques promettent la constitution d'un foyer national juif. C'est la déclaration de Lord Balfour de 1917, mais parallèlement, elle s'engage aussi à favoriser la création d'un État arabe. Au lendemain du conflit, les progrès de l'immigration juive encouragés par le Royaume-Uni entraînent des affrontements avec les Arabes hostiles à l'implantation sioniste. À la suite du génocide perpétré par les nazis au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la légitimité d'un État juif s'impose à la communauté internationale. Trop affaibli par la guerre pour résoudre seul la tension en Palestine, le Royaume-Uni confie la question à l'ONU qui propose un partage en deux États, un État juif et un État arabe. Ce plan est adopté avec l'approbation des États-Unis et de l'URSS en novembre 1947. Le partage se fait en fonction de la présence des Juifs qui ont acheté des terres. L'État juif reçoit alors 56% du territoire, Jérusalem étant internationalisée. Elle est administrée par l'ONU. Mais l'État d'Israël, proclamé le 14 mai 1948, est immédiatement confronté à une coalition d'États arabes frontaliers, Égypte, Jordanie, Syrie et Liban. Cette première guerre est suspendue par des accords d'armistice signés entre janvier et juillet 1949, tandis que les Israéliens occupent 78% de l'ancienne Palestine, ainsi que Jérusalem-Ouest. La lutte contre Israël devient alors le ciment du nationalisme arabe avec la création de la Ligue arabe au Caire le 22 mars 1945 par 7 États, la Syrie, le Liban, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Irak et le Yémen du Nord. Et après nous être intéressés aux origines de la situation conflictuelle au Proche et Moyen-Orient, revenons dans une deuxième partie sur le rôle stratégique que cette région a pu jouer au cours de la guerre froide. Premier point sur lequel il est important de revenir, la volonté d'endiguer et de contenir l'expansion du communisme. L'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, veut profiter de sa position de vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale pour étendre son emprise sur les pays qui bordent sa frontière méridionale. Cette politique d'agrandissement entraîne le soutien américain de la Turquie qui se trouve ainsi amarré au bloc occidental dès 1947, bénéficiaire du plan Marshall. Ankara adhère à l'OTAN en 1952. Pour endiguer le communisme, les États-Unis et le Royaume-Uni s'associent avec la Turquie, l'Irak, l'Iran et le Pakistan dans le cadre du pacte de Bagdad signé en 1955, un traité de coopération et de non-intervention dans les affaires intérieures de ses membres. Après avoir participé au coup d'État de 1952 qui renverse le roi Farouk et s'être imposé à la tête de la nouvelle République égyptienne de 1952, Gamal Abdel Nasser, militaire de formation, veut faire de l'Égypte une nation prospère et indépendante. Il procède à une réforme agraire et choisit une voie socialiste de développement économique et social. Pour financer sa politique, Nasser se tourne vers les États-Unis, mais ces derniers refusent de lui accorder des crédits. Il réplique alors par la nationalisation du canal de Suez le 26 juillet 1956, dont il entend percevoir les revenus et obtient de l'URSS le financement du barrage d'Aswan sur le Nil. Les Britanniques et les Français qui géraient jusque-là le canal organisent une riposte armée avec l'aide d'Israël. L'intervention militaire tripartite commence le 29 octobre 1956 par une offensive éclair d'Israël et se poursuit par le débarquement des troupes franco-britanniques le 5 novembre, sous prétexte d'assurer la sécurité du canal. Les deux grands entrent alors en scène pour exiger la fin des combats. Cette victoire politique de Nasser confirme une perte d'influence des Européens au Proche et au Moyen-Orient. Le Proche et le Moyen-Orient sont, durant toute la guerre froide, un théâtre d'affrontements majeur. Commençons par revenir sur les politiques différenciées des deux grands. D'un côté, l'URSS accorde son soutien privilégié au mouvement nationaliste arabe, à Nasser en Égypte dès 1955, ainsi qu'au parti Baas en Syrie
et en Irak. Le parti Baas ou parti socialiste de la résurrection arabe est créé en 1947 à Damas, Syrie, avec comme but l'unification des différents États arabes en une seule et grande nation. Après de nombreux événements, le Baas arrive au pouvoir, en Syrie donc, et en Irak. D'un autre côté, la politique des États-Unis au Moyen-Orient est guidée par la notion de consensus stratégique qui assure la garantie de la stabilité politique de cette région, carrefour et zone économique essentielle pour l'Occident, la protection de l'État d'Israël et l'endiguement de l'URSS. Dans ce contexte, le président américain Dwight David Eisenhower propose en 1957 une aide économique et militaire à tout pays du Moyen-Orient sous influence communiste. Les États-Unis comblent ainsi le vide stratégique entraîné par l'effacement des grandes puissances coloniales à la suite de l'expédition de Suez. Contre la logique des deux blocs, Nasser se fait le chantre, c'est-à-dire le porte-parole du panarabisme, mouvement intellectuel et politique né au XIXe siècle et visant à unifier les peuples arabes. En 1958 est créée la République arabe unie, issue de la fusion de l'Égypte et de la Syrie. Mais l'unité est brève. Dès 1961, Damas décide de faire sécession. De son côté, l'Irak adopte la solution d'un régime fort imposé par un coup d'État en 1958. Face à ces États nationalistes qui refusent de s'aligner sur les positions occidentales, l'Arabie saoudite et la Jordanie choisissent le bloc de l'Ouest, mais demeurent des pays fortement conservateurs. Israël constitue alors le seul État démocratique de la région. Au printemps 1967, Nasser, persuadé qu'Israël prépare une opération militaire, bloque le golfe d'Aqaba, au nord-est de la mer Rouge, pour entraver le ravitaillement de l'État hébreu et conclut un pacte militaire avec l'Irak et la Jordanie. La guerre des 6 jours en 1967 provoque à nouveau la fermeture du canal de Suez. Cette guerre se déroule du 5 au 10 juin 1967 et oppose Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Israël écrase l'aviation arabe, puis ses troupes s'emparent de plusieurs territoires, dont le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan. L'ONU impose un cessez-le-feu et adopte en novembre 1967 la résolution 242 qui pose les principes d'une solution globale en vue d'une paix durable, la restitution des territoires occupés, la reconnaissance de la souveraineté de chacun des États de la région et le juste règlement du problème des réfugiés palestiniens. Toutes les tentatives de paix ayant échoué depuis 1967, Anwar el-Sadat, qui a succédé à Nasser et veut venger l'humiliation arabe de la guerre des 6 jours, pense que seul un nouveau conflit peut contraindre les grandes puissances à faire pression sur Israël. La guerre du Kippour est alors déclenchée le 6 octobre 1973, jour de la fête du Grand Pardon. L'Égypte envahit par surprise le Sinaï pendant que la Syrie attaque le Golan. L'ONU impose à nouveau un cessez-le-feu. Une guerre du pétrole se met alors en place au moment de la contre-offensive israélienne lors du conflit de 1973. C'est le premier choc pétrolier. Réunis à Koweït, les États de l'OPEP déclenchent une hausse de 70% du prix du brut, ainsi qu'un embargo contre les États qui soutiennent Israël. Ce premier choc pétrolier remet en question la prospérité occidentale. Étudions pour terminer la persistance des tensions internes qui remettent en question l'équilibre mondial avec l'épineux dossier de la question palestinienne sur la scène internationale et la lutte pour l'hégémonie régionale. Et pour aborder correctement cette question palestinienne, répondons déjà à cette première question. Qui sont les Palestiniens? L'exil imposé en 1948 aux Arabes de Palestine lors du premier conflit israélo-palestinien, la vie dans les camps de réfugiés, les guerres successives, la résistance à l'occupation israélienne contribuent à forger une identité commune aux Palestiniens. Le sort des réfugiés et la question du retour sur leur terre devient une composante majeure du conflit israélo-arabe. En 1964, l'Organisation de libération de la Palestine, baptisée OLP, est créée sur décision de la Ligue arabe, dirigée par un comité exécutif présidé dès 1969 par Yasser Arafat et par un conseil national. Elle obtient un statut d'observateur à l'ONU en 1974. Pour information, Yasser Arafat, né en 1929, mort en 2004, incarne la cause palestinienne. D'abord partisan de la lutte armée, il s'engage ensuite en faveur d'un processus de paix au Proche-Orient. Mais le terrorisme, moyen d'action choisi alors par l'OLP, face à l'impuissance diplomatique, dessert sa cause et révèle la mutation du problème palestinien, de la question des réfugiés à celle d'un peuple sans État.
Ensuite, l'engagement d'un processus de paix. Après la guerre du Kippour, l'Égypte, qui a choisi l'ouverture vers l'Occident, accepte la politique du pas à pas proposée par le secrétaire d'État américain Henry Kissinger en faveur d'accords bilatéraux. En 1978, les accords de paix à Camp David sont signés entre Israël et l'Égypte. Par ailleurs, jusqu'à ces accords de paix, aucun pays ne reconnaît le nouvel État d'Israël qui a profité de ses victoires militaires successives pour agrandir son territoire. Focalisons-nous un instant sur ces accords de Camp David. En novembre 1977, le président égyptien Anwar el-Sadat se rend à Jérusalem et prononce un discours dans lequel il reconnaît à la fois l'État d'Israël et la légitimité des droits du peuple palestinien. Après cette visite, le président des États-Unis, Jimmy Carter, invite le dirigeant égyptien et le premier ministre israélien, Menahem Begin, le 5 septembre 1978, dans sa résidence d'été de Camp David, dans le Maryland, pour qu'ils engagent des négociations directes. Cette rencontre aboutit le 18 septembre à la signature de 2 accords cadres. Le premier permet de conclure le 26 mars 1979 une paix séparée entre l'Égypte et l'État hébreu, qui évacue le Sinaï. Le second, en revanche, concernant le principe de négociation sur le statut de la bande de Gaza et de la Cisjordanie et l'autodétermination du peuple palestinien, reste lettre morte. Suite à ces accords de Camp David, un front de fermeté se constitue, rassemblant l'Algérie, la Syrie, l'Irak, la Libye, le Sud-Yémen et l'OLP. Il entrave la poursuite du processus de paix et exclut l'Égypte de la Ligue arabe en 1979, ce qui bouleverse la situation politique et militaire du Proche-Orient. Israël se sent ainsi les mains libres pour intervenir au Liban, tandis que les Palestiniens se rendent compte qu'ils sont de plus en plus seuls face à l'État hébreu. Dès 1975, le Liban sert de champ clos aux rivalités qui traversent le Proche-Orient. Déstabilisé par une guerre civile et convoité par la Syrie qui cherche à remplacer l'Égypte à la tête du monde arabe, le pays est utilisé également par Israël, l'Iran et l'OLP dans leur stratégie politique. En 1982, lors de l'opération Paix en Galilée, l'État hébreu envahit le Liban et assiège Beyrouth pour détruire le quartier général de l'OLP et porter un coup à la Syrie. Au bout de 3 mois de siège, Yasser Arafat doit évacuer la ville. Afin de mettre un terme à cette guerre civile et éviter la désagrégation du Liban, les puissances occidentales favorisent les accords de Taïf, ville d'Arabie Saoudite, en 1989. Dans ce contexte tendu, les Palestiniens des territoires occupés se soulèvent contre l'occupation israélienne. Le 9 décembre 1987, la première intifada brouille les cartes du jeu des grandes puissances au Moyen-Orient. Le terme intifada, mot arabe qui signifie soulèvement, désigne le mouvement populaire des Palestiniens des territoires occupés, Gaza et Cisjordanie, contre les autorités israéliennes. Sur cette photographie, nous apercevons les troupes de l'armée israélienne se tenant prêtes à répondre aux jets de pierre de la population palestinienne, d'où le nom de guerre des pierres pour qualifier cette première intifada. La détermination des Palestiniens répond à la politique d'Israël qui multiplie les colonies dans les territoires occupés. Fortement médiatisée, la guerre des pierres, lancée contre les soldats israéliens, n'a pas débouché sur un conflit armé, même si des bouteilles incendiaires artisanales succèdent rapidement aux cailloux. Une résistance passive s'organise parallèlement avec le boycott des produits israéliens, le refus de payer les taxes et les impôts et l'organisation de grèves générales. La riposte israélienne est néanmoins virulente, arrestations, expulsions, cas de torture, ripostes armées quotidiennes. L'intifada se solde par 1260 Palestiniens tués par l'armée israélienne, ou des colons, et 205 Israéliens tués par les Palestiniens. En 1993, la guerre des pierres s'achève avec la signature des accords d'Oslo par le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat qui devient en 1996 le président de la nouvelle autorité palestinienne. Mais ce processus de paix est bientôt bloqué par l'intransigeance du nouveau premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à partir de 1997. Attentats et représailles sanglants se multiplient. Une seconde intifada éclate en septembre 2000, provoquée par la visite du chef d'un parti politique sioniste, Ariel Sharon, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. L'intifada Al-Aqsa, du nom de la mosquée qui se trouve sur l'esplanade, va rapidement se militariser, contrairement à la première, avec des centaines d'attentats suicides palestiniens, ciblant principalement des civils. L'armée israélienne répond notamment par des frappes aériennes. Le conflit, qui dure jusqu'en 2005, va causer la mort de plus de 3000 Palestiniens et 1000 Israéliens. En 2004, pour faire avancer un nouveau processus de paix, Ariel Sharon, devenu Premier ministre israélien, propose de renoncer au Grand Israël.
La bande de Gaza est libérée en 2005, le mouvement israélite Hamas y gagne les élections en 2006 et rompt avec l'autorité palestinienne de Cisjordanie. Le Hamas est l'acronyme arabe pour Mouvement de la résistance islamique. Fondé en 1987, il s'oppose à la reconnaissance de l'État d'Israël. À l'origine de nombreux attentats suicides, il renonce à ce type d'action en 2006 et dirige la bande de Gaza depuis sa victoire aux législatives de 2006. Un mot de cette petite bande de Gaza, petit territoire où vivent 1,5 million de Palestiniens et qui n'a qu'un semblant d'indépendance. Israël lui interdit en effet l'accès à la mer, l'installation d'un aéroport international ou l'établissement de relations commerciales directes avec le reste du monde. De nombreux obstacles entravent donc le processus de paix, l'intransigeance d'Israël, inquiet quant à sa propre survie dans un environnement arabe toujours plus hostile et plus armé, mais aussi l'empathie grandissante du Hamas qui refuse l'idée même de partage de la Palestine. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'efforce d'impliquer la communauté internationale pour obtenir la création d'un véritable État palestinien en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et dans cette lutte pour l'hégémonie régionale, qui constitue le deuxième grand point de cette dernière partie, revenons tout d'abord sur la révolution islamique qui frappa l'Iran en 1978 et 1979. En 1978, des manifestations populaires regroupant des intellectuels, des artisans et des commerçants sont organisées contre la politique intransigeante et sanglante du Shah, qui s'appuie sur une police politique. Ce dernier est obligé de quitter Téhéran, la capitale, le 16 janvier 1979, ce qui permet à l'ayatollah Rouhollah Moussavi Khomeini de rentrer en Iran le 1er février. Le titre d'ayatollah désigne le plus haut dignitaire religieux de l'islam chiite. À la suite d'un référendum, une république islamique chiite est instituée le 1er avril 1979, dotée d'une constitution qui accorde au guide suprême de la révolution d'immenses pouvoirs. Deuxième temps fort, la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, expression violente du choc entre deux cultures, arabisme et islamisme. Le conflit se met en place après l'accession au pouvoir de Saddam Hussein en Irak. Ce dernier veut imposer son hégémonie au monde arabe, alors que l'Iran veut étendre sa révolution islamique. Saddam Hussein établit alors une dictature à partir de 1979, il y restera à sa tête jusqu'en 2003. Un enjeu territorial sur une importante zone pétrolière que l'Irak veut récupérer sert de détonateur à la première guerre du Golfe, le 22 septembre 1980. La réaction de l'Iran, fort d'une gigantesque mobilisation religieuse et politique, entraîne une guerre d'usure de 8 ans. En 1988, un cessez-le-feu imposé par l'ONU met fin au conflit. Et dans ce contexte, on ne peut qu'observer l'impasse des interventions occidentales. Après cette guerre qui a épuisé l'Iran, l'Irak envahit le Koweït le 2 août 1990 pour s'emparer de ses richesses pétrolières. L'ONU réagit par une campagne militaire sous commandement américain, c'est l'opération Tempête du désert de janvier à mars 1991. Déstabilisé par ces conflits interrégionaux, le Moyen-Orient devient le terrain où se réveillent les frustrations accumulées qui se manifestent par des revendications identitaires et par la multiplication d'attentats terroristes, la communauté internationale se trouvant dans l'incapacité d'assurer la paix. Les interventions étrangères se multiplient, les États-Unis entreprennent de chasser les talibans d'Afghanistan de 2001 à 2014, puis ils attaquent l'Irak au printemps 2003 pour faire tomber Saddam Hussein, sous prétexte qu'il détiendrait des armes de destruction massive. Arrêté en décembre 2003, le dictateur irakien est condamné à mort et pendu en direct à la télévision le 30 décembre 2006. Quant aux États-Unis, ils s'enlisent dans ces deux guerres au Moyen-Orient, l'invasion américaine soutenue par quelques pays étant combattue par une population qui leur est hostile, tant en Afghanistan qu'en Irak. À partir de 2011, le printemps arabe semble modifier la situation du Proche et du Moyen-Orient, mais les difficultés liées au poids du passé en limitent bientôt les effets. L'expression printemps arabe désigne l'ensemble des mouvements populaires partis en 2011 de Tunisie et d'Égypte qui réclament le départ des dictateurs Ben Ali et Moubarak dans ces deux pays-là et l'instauration de la démocratie. La Syrie de Bachar al-Assad s'engage dans une guerre civile meurtrière. Les opposants au régime dictatorial luttent pour le départ de Bachar al-Assad. La région est ainsi en plein chaos politique, conséquence des interventions occidentales, de l'effondrement de plusieurs États, Irak, Syrie, mais aussi Libye, et de l'affrontement des deux puissances régionales dominantes, l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est dans ce contexte que naît l'organisation État islamique, qui proclame la restauration du califat le 29 juin 2014, avec la volonté d'effacer les frontières établies lors de l'éclatement de l'Empire ottoman.
alors qu'une propagande à sensation horrifie l'Occident, l'État islamique, connu aussi sous l'acronyme de Daesh, s'implante sur un large territoire, prise de Palmyre en Syrie en mai 2015 grâce au recrutement de combattants djihadistes originaires du monde entier et aux revenus du pétrole. Ainsi, l'on peut dire, pour répondre à la problématique de départ, que l'histoire du Proche et du Moyen-Orient est marquée par des conflits de différents types, du nationalisme au religieux, en passant par l'économie, tout en ayant été constamment à la recherche d'une paix qui reste fragile, faute d'un consensus général. Les différentes révolutions populaires qui ont éclaté au cours de l'année 2011 dans quelques pays arabes ajoutent encore à la confusion dans la région. La question est de savoir qui est le plus à même d'ouvrir les voies d'une paix durable. Par ailleurs, l'appel du leader du Hamas de lancer une nouvelle intifada après la décision de Donald Trump en décembre 2017 de transférer à Jérusalem l'ambassade américaine entre dans cette longue série de crises, plus ou moins aiguës, toutes marquées par le souvenir des deux intifadas de 1987 et 2000. Et pour aller plus loin, 3 recommandations. La première est un film sur les aspirations arabes au début du XXe siècle et l'ingérence britannique. Ce classique du cinéma de 1962 s'intitule Laurence d'Arabie. Pendant la Première Guerre mondiale, l'officier du Royaume-Uni Thomas Edward Lawrence, interprété par l'excellent Peter O'Toole, conseille aux Arabes du shérif Faisal ibn Hussein de se révolter contre les Turcs de l'Empire ottoman et de fonder une nation arabe indépendante, moderne. Assez fidèle à la vie de l'officier britannique, le film Laurence d'Arabie participe à la construction de sa légende, mais il révise aussi le mythe. Deuxième recommandation, traitant cette fois-ci du terrorisme, Paradise Now de Hani Abou Assad. Sorti en 2005, ce film relate l'histoire de 2 amis d'enfance palestiniens, Khaled et Saïd, désignés pour commettre un attentat suicide à Tel Aviv. Engagés volontaires depuis plusieurs années dans une faction, ils sont liés par un contrat moral qu'ils ne peuvent ou ne veulent rompre. Ils passent une dernière soirée avec leur famille, sans pouvoir toutefois leur dire adieu. Le lendemain, munis de leur ceinture d'explosifs, ils sont conduits à la frontière, mais l'opération ne se déroule pas comme prévu. Enfin, dernier conseil, si vous souhaitez approfondir la question israélienne et la guerre du Liban, visionnez Valse avec Bachir, un film d'animation documentaire d'Harry Folman sorti en 2008 et primé au Festival de Cannes. Il s'agit d'un film autobiographique. Harry Folman, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars récurrents au cours desquels il se retrouve systématiquement pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens qu'il a dû tuer au cours de la guerre du Liban au début des années 1980. Le lendemain, Harry, pour la première fois, retrouve un souvenir de cette période de sa vie, une image muette. Lui-même, jeune soldat, se baigne devant Beyrouth avec 2 camarades. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la vérité à propos de cette fraction d'histoire et de lui-même, et décide, pour y parvenir, d'aller interviewer à travers le monde quelques-uns de ses anciens compagnons d'armes. Plus Harry s'enfoncera à l'intérieur de sa mémoire, plus les images oubliées referont surface. Et c'est la fin de ce grand angle consacré au Proche et Moyen-Orient. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, focus sur une autre grande période historique, celle de la Renaissance, qui bouleversa l'Europe occidentale au XVe et XVIe siècle. 2 siècles baignés aussi par l'humanisme et bouleversés par les guerres de religion. Une période qui intéressera tout particulièrement les élèves de seconde. Bonne journée, à dimanche pour le journal.